Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du libertarianisme et de la guerre. Mais c'est quoi le libertarianisme? À ne pas confondre avec le libertin. Le libertarianisme, c'est tout simplement l'idée de ne pas avoir d'État ou très peu d'État et de laisser faire les choses car l'homme est intelligent, tout du moins suffisamment débrouillard pour s'en sortir. Bien sûr, il y a des cycles dans les civilisations, des hauts, des bas, mais pour le libertarianiste, l'homme va toujours s'en sortir. Donc cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que l'homme est plutôt bon. Et là, bon, moi personnellement, j'ai un peu des doutes. Alors je vous ai mis derrière moi là le drapeau de l'anarchisme, car le libertarianisme, c'est de l'anarchisme, on va dire de droite. Pourquoi de droite? Parce que c'est censé. On laisse faire les choses, mais tout de même, on ne fait pas une totale confiance en l'homme, puisque nous sommes faibles. Alors maintenant, quel est le lien avec la guerre? Vous pensez que les guerres ce sont des millions d'hommes qui s'entretuent, des individus, des citoyens pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de leur nation, qui se jettent les uns contre les autres dans des guerres totales. C'est effectivement ce que nous avons connu au XXe siècle avec la Première et Seconde Guerre mondiale, où des millions d'hommes sont morts, se sont entretués, le plus souvent pour des individus, on va dire plus ou moins riches et pas vraiment nationalistes, plutôt mondialistes. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors non, la guerre n'a pas toujours été une affaire mondiale ou nationale. La guerre, dans le passé, était une affaire plutôt clanique, privée, menée par des castes guerrières, combattant parfois pour leurs propres intérêts, mais souvent également pour celui d'autres comptes rémunération. Des mercenaires donc, oui, en quelque sorte. Vous avez par exemple la garde écossaise, la fameuse garde écossaise de Jeanne d'Arc, ou les gardes suisses de Louis XVI par exemple. C'est en réalité qu'avec l'apparition des États-nations après la guerre, notamment de 30 ans, que cela changea progressivement avec le concept d'État-nation et du citoyen, un homme, un vote et une armée populaire pour défendre ce vote justement. Le 22 février 1996, Jacques Chirac, alors président de la République française, annonça la fin du service militaire en France. C'est effectivement un événement important car c'est la fin du citoyen soldat créé par la Révolution française, hein, la Révolution française qui était un État nationaliste, je le répète. Petite parenthèse, vous savez, les Vendéens massacrés par les armées républicaines nationalistes, en réalité, eux n'étaient pas nationalistes, ils étaient dans l'ancien modèle monarchiste. Et pour la monarchie, il n'y a pas vraiment de nation, il y a des territoires. Les Vendéens avaient demandé aux Anglais de venir les aider. Et pour eux, ça ne posait pas de problème que l'Anglais s'installe en France et crée une monarchie anglaise en France pour sauver, entre guillemets, la monarchie française. Vous voyez, les monarchistes ont une contradiction avec la nation et le nationalisme. La Révolution française, l'État qui en a été créé, était un État national et socialiste. Oui, on va en reparler après. Alors, le nationalisme, l'État-providence, la nation en armes de la Révolution française, la guerre de tous contre tous, des millions d'hommes se jettent les uns contre les autres, n'existe plus réellement au XXIe siècle. Et c'est là où nous allons faire le lien avec le libertarianisme, car nous sommes dans des sociétés plus ou moins libérale dans le sens économique et militaire, puisque nous avons vu au XXe siècle arriver les guerres, donc en Ukraine, notamment
faite par des mercenaires. Nous avons vu la création, par exemple, ou même avant, en Irak, hein, la Seconde Guerre d'Irak avec Blackwater et bien sûr Wagner en Russie. En réalité, la guerre en Ukraine n'est pas une guerre clanique comme on le sous-entend. Heu, la guerre israélienne est une guerre clanique, on en reparlera après. La guerre en Ukraine est une guerre faite par des privés, alors, vous voyez de temps en temps des images de ces pauvres Ukrainiens qu'on chasse, qu'on attrape dans la rue pour aller combattre sur le front, mais ça, c'est anecdotique. En réalité, depuis le début, ce sont des mercenaires. Beaucoup de Polonais, d'Allemands, de Suédois, de Français combattent, d'Américains et de Sud-Américains combattent dans les rangs de l'armée ukrainienne. Azov, par exemple, les troupes d'élite Azov, ce sont des mercenaires quelque part. C'est pas vraiment une guerre nationale au sens de la seconde ou plutôt même de la première guerre mondiale. Nous sommes de nouveau avec ce libertarianisme qui n'en est pas vraiment un, c'est parce qu'on vit dans une tyrannie, il faut quand même le souligner, mais une tyrannie libérale. Et nous voyons ces guerres privées réapparaître, hein. Voilà un peu le lien. Alors, je vais reprendre ces éléments après le jingle. À tout de suite. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Voilà mes amis, donc je lisais tranquillement l'Antipresse, mon journal favori de Slobodan Despot, l'Antipresse. Voilà, j'ai pas mis le dernier numéro que je vais recevoir aujourd'hui, nous sommes dimanche 8 septembre. Je lisais tranquillement mon journal que je vous invite à également lire. Bon, il faut s'abonner, c'est un club privé assez élitiste entre guillemets et je tombe sur un très bon article vraiment très intéressant, non pas celui-là, celui-là aussi était très intéressant, non, c'est pas cet article-là. En même temps, comme ça, vous pouvez avoir un petit œil sur le journal, pas celui-là non plus. Tous les articles sont bien, hein, pour être très honnête. C'est du très haut de gamme, de la très bonne qualité. Voilà, l'article «Embrasement, effondrement et capital guerrier» de Bernard, Vitch. Alors Bernard Vitch, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, non, c'est pas ce livre-là. Bernard Wilch, c'est lui qui a écrit, Citoyen soldat 2.0. Alors, pourquoi je m'arrête tout d'un coup sur cet article? Tout simplement parce que dans mon petit cerveau, ce qui me sert de cerveau, je fais un lien tout d'un coup entre, le libertarianisme et la guerre. La guerre, «privée» entre guillemets, de la qui arrive dans des cycles de société et c'est pour ça que, je vous montre le livre, qui a un petit peu inspiré cet article, notamment, hein, bien évidemment. C'est, le livre de, Joseph, Tainter, L'effondrement des sociétés complexes. Alors c'est un très bon livre et effectivement, j'ai fait le lien. Pourquoi? Parce que, dans la théorie de Tainter, il y a un embrasement, un système, sociopolitique atteint son point de saturation, tant de point de vue de la gestion oligarchique du pouvoir et de l'enlisement économique. C'est exactement là où nous sommes aujourd'hui, hein. Ensuite arrive l'effondrement, qui tarde à arriver chez nous, parce que l'extrême centre, est en train d'essayer de faire un coup d'État pour perdurer éternellement dans, cet embrasement. Alors l'effondrement, face à cette situation, la complexité et la lourdeur hiérarchique du système politique en place bloquent une tentative de réforme. C'est ce que nous vivons, n'est-ce pas? Au lieu de chercher à se simplifier pour retrouver un coefficient positif de rendement marginal, l'ordre étatique concerné accentue au contraire l'inertie institutionnelle en créant de nouveaux organes bureaucratiques et en adoptant de nouvelles mesures administratives qui accroissent la pression fiscale et pénale, carcérale sur la population. C'est exactement ce qu'on voit au Royaume-Uni, où des pères de famille vont en prison pour des messages, des tweets sur les réseaux sociaux,
qui ne sont pas conformes à la bonne pensée. Ensuite, le troisième point, c'est le capital guerrier. Le capital guerrier intervient, heu, la rupture sous forme d'une succession de crises, c'est-à-dire de longues périodes de troubles, de stagnation économique, de conflits sociaux, de guerres civiles larvées, de flux migratoires incontrôlés, conduisant progressivement à une situation de darwinisme. Alors moi je dirais pas darwiniste, mais plutôt une situation, hem de fragilité, c'est-à-dire en fait le meilleur, enfin le plus adapté va survivre, pas forcément le plus fort, donc attention à ce terme-là. C'est là que finit par déboucher un nouvel ordre socio-politique apte à fonctionner de nouveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle de la révolution. Alors, c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué, et les points de la théorie de monsieur Tenter, c'est un, la complexité croissante, hein, les sociétés deviennent de plus en plus complexes en réponse aux problèmes qu'elles rencontrent, ce qui se traduit par des rôles économiques et sociaux spécialisés, des mécanismes de coordination et une dépendance accrue à la communication symbole et abstraite. Ensuite, il y a le coût marginal décroissant. À mesure que la complexité augmente des sociétés, les coûts pour maintenir cette complexité augmentent également. Tender soutient que les sociétés s'effondrent lorsque le coût marginal de la complexité dépasse les bénéfices qu'elles produisent et procurent. Attention, hein, les deux. Donc, après, point numéro 3, retour sur investissement. Les sociétés investissent dans des solutions de plus en plus complexes pour résoudre leurs problèmes complexes, mais ces investissements finissent par produire des rendements décroissants, c'est notre société, hein. Lorsque les rendements deviennent insuffisants pour justifier les coûts, la société commence à s'effondrer. Point numéro 4, exemple historique, donc Tender analyse plusieurs cas historiques, notamment Rome, les Romains bien sûr, les Mayas, au Cambodge encore également, pour illustrer comment ces dynamiques ont conduit à l'effondrement des sociétés complexes. Il peut y avoir aussi des problèmes écologiques, agricoles et bien évidemment. Ressources et énergie, la disponibilité et la gestion des ressources énergétiques jouent un rôle crucial. Une société peut s'effondrer si elle ne parvient pas à maintenir un approvisionnement énergétique suffisant pour soutenir sa complexité. C'est exactement ce que la France vit en ce moment. Et ensuite, le dernier point, le point numéro 6, perte de complexité. L'effondrement se manifeste par une perte rapide et significative de la complexité sociale, économique et politique, souvent en réponse à une crise ou à une série de crises. Voilà un petit peu, mes amis, ce qui se passe aujourd'hui. Et alors, vous allez encore me dire, mais ok, super, mais c'est quoi réellement le lien? Alors, le lien, effectivement, il va se faire dans certains principes et États. Là, vous avez le président, de l'Argentine qui est un libertarianiste convaincu. On J'étudie ça de près, je suis pas tout forcément convaincu, mais on va suivre ce développement, de cet État, d'un point de vue économique, social et politique. En tout cas, il a fait le ménage dans son gouvernement, il a viré pas mal de choses. Je pense que c'est un petit peu ce que Trump, avec Elon Musk veut faire, parce que Elon Musk est également un libertarianiste. Alors le libertarianiste, il est, pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Heu, ça a toujours été, si vous voulez, un conflit ou une opposition, on va dire plutôt entre différentes choses, entre, voilà, monsieur Tenter avec en arrière-plan Angkor Wat. Parce que Angkor Wat, bon, je fais une petite parenthèse, le site d'Angkor, l'empire angkorien était quelque chose de phénoménal en Asie, du Sud-Est, qui allait de la Birmanie jusqu'au Vietnam, et cet empire s'est effondré sur lui-même parce qu'il est devenu trop complexe. Ça, c'est un des principes, si vous voulez, de la complexification des sociétés, dont je parle également dans mon livre Espace et paix, bien évidemment. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Alors, bon, voici pour, et donc le livre de monsieur Tender, et le livre de, Bernard, Witsch, qui a fait ce très bon article dans l'Antipresse.
Voilà un petit peu pour, revenir à nos moutons. Voilà l'article en question. Alors bon, vous allez me dire: «Quel est le lien? Quel est le lien, entre l'État-nation et le libertarianisme et nous, en France, aujourd'hui?» Bah, tout simplement que, entre guillemets, dans la partie historique dans laquelle je suis maintenant, nous étions, dans le passé, tous des libertarianistes. Nous étions même claniques, c'est-à-dire nous vivions dans des espaces plutôt restreints, des groupements familiaux pouvant aller peut-être à plusieurs familles, jusqu'à la tribu, mais nous étions claniques et donc nous n'avions pas de chef, notamment en Europe du Nord, comme je vous le dis souvent, c'est le paysan soldat libre et armé. Nous étions des individus, en Europe, hein, je parle, en Chine c'est très différent par exemple, mais en Europe c'est le cas. Et petit à petit, en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des guerres de plus en plus importantes. Avant, il y avait des guerres claniques ou des guerres de princes, voire éventuellement quelques empires, comme celui de Charlemagne, bien sûr. Mais nous étions dans des guerres plutôt «privées» entre guillemets, avec des castes guerrières, c'est-à-dire des professionnels de la guerre, ce qu'on appelle communément les nobles, les c'est cette caste guerrière chez les Indo-Européens. Vous savez, on a plus ou moins 3 castes, hein. On a la caste, on va dire, parfois religieuse en premier, la caste guerrière, les nobles, hein, l'aristocratie, et ensuite vous avez les producteurs, c'est-à-dire les artisans, paysans, et cetera. Et parfois vous avez des esclaves, mais qui ne font pas partie des classes. Alors, comment est-ce qu'on est passé de ce libertarianisme, au nationalisme, à l'État-nation? Bon, il y a eu la guerre de 30 ans, bien sûr, qui a joué son rôle, et la guerre de 30 ans, c'est une énorme, guerre, européenne où des mercenaires, suédois, par exemple, combattaient en Allemagne, des compatriotes protestants, pour enfin, pour le solde, en alliance avec la France catholique de Richelieu. Voilà, donc vous voyez, c'était des choses complètement incohérentes si on regarde ça sur un papier, mais bon, voilà, ce sont des alliances politiques. Et le fait est que la guerre de 30 ans a débouché sur quelque chose d'assez, on va dire, révolutionnaire pour l'époque, c'est la création des États-nations. La création, ou le concept tout du moins, des États-nations, avec cette idée que des citoyens pouvaient vivre dans un territoire donné, délimité par des frontières et des normes, la langue, poids et mesures, etc. Donc ça, c'est la guerre de 30 ans, conflit majeur en Europe centrale, qui a débouché sur l'idée de créer des États-nations. Et ensuite, vous avez eu, suite à cette guerre, la paix de Westphalie, établissement du concept de souveraineté territoriale. Ça, c'est une révolution, hein, parce qu'avant, il n'y avait pas de souveraineté territoriale. Les princes, c'était des alliances de sang, alliances de clans. C'était pas du tout, si vous voulez, des alliances, entre guillemets, territoriales. Pas du tout, pas du tout. C'était des alliances de sang, des alliances claniques. Donc voici un petit peu le schéma que moi j'ai créé dans mon livre Espace et paix. Si vous voyez, si on part du néolithique, où on est là des groupements familiaux de chasseurs-cueilleurs, bien sûr, on arrive doucement à l'âge de cuivre. Les premières cités-États sont créées au Moyen-Orient et en Chine d'ailleurs, et en Inde, on pense à peu près dans les mêmes périodes, la vallée de l'Indus en Inde, bien évidemment Sumer, et cetera. Nous, en Europe, on est toujours un petit peu chasseurs-cueilleurs, mais attention, l'homme de Cro-Magnon a fait des choses extraordinaires en France, hein, les peintures de Lascaux, et cetera, et cetera. L'âge de cuivre, c'est l'effondrement des cités-États, sans doute l'invention de Dieu, le concept d'un Dieu unique, du Dieu, des Hébreux, qui lui-même a été, sans doute influencé par les cités-États et les cultures, sumériennes. Et là, on commence à passer dans une société de la société simple, individu libre et autonome, c'est-à-dire cette société clanique, commence à se complexifier, en Orient,
Et avec cette invention, cette nouvelle religion, et cetera, l'individu aliéné et subordonné arrive. Ça, c'est des empires antiques, les cités-États qui commencent à avoir besoin de contrôler l'individu à cause de la complexification des sociétés, bien sûr. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, le messianisme adamique. Et en opposition, si vous voulez, enfin, pas en opposition, mais en même temps, c'est permis parce qu'il y a l'urbanisation du monde. Le monde devient urbain. Donc, on arrive à l'époque de Jésus-Christ. Nous sommes dans des sociétés païennes claniques, paysans libres et armés en Europe, on commence à créer des royaumes crétins, des royaumes crétins. Non, non, des royaumes chrétiens, et c'est le servage qui commence à apparaître. Euh, Nous arrivons, ça c'est Clovis, si vous voulez, hein, on va dire ce que j'appelle la révolution de Clovis. C'est le début de la féodalité, mais ce n'est pas tout de suite, parce que le système féodal va prendre un certain temps. Clovis, lui, il est resté, même s'il s'est converti, il est resté dans un esprit clanique. C'est vraiment après, c'est quasiment les Capétiens qui vont créer le système féodal moderne. Nous arrivons donc à l'ère viking 800. C'est une révolte, si vous voulez, du guerrier libre. Lisez Montesquieu sur le sujet, j'ai fait pas mal de vidéos. C'est une tentative de renverser un petit peu ce système féodal, et qui va d'ailleurs y mettre fin par ailleurs, hein. Donc voilà, donc j'ai en opposition société traditionnelle, société libérale. Dans la société traditionnelle, il y a une violence hiérarchique, hein, l'individu est aliéné aux traditions ou aux lois. La société libérale, c'est une violence transversale, l'individu aliéné aux technologies, à la complexification des sociétés, si vous préférez. Donc voilà un petit peu pour ce schéma. Et là, je vais vous mettre ce schéma-là, donc en attendant que je continue. Donc, la paix de Westphalie, elle établit des concepts de souveraineté territoriale, et c'est une révolution, puisque là, on va définir le concept d'État, c'est-à-dire un territoire fermé par des frontières, souvent physiques, rivières, montagnes, etc., et dans lequel des normes vont permettre à des individus qui n'ont plus de liens familiaux directs de vivre ensemble, ce qui est bien évidemment la langue, mais les lois, la politesse, les poids-mesures, les routes, l'heure, hein, l'heure bien évidemment, ne serait-ce que l'heure. Ensuite, nous arrivons au point numéro 3, la centralisation du pouvoir. Donc ça, c'est réduction de l'influence des seigneurs locaux et des structures féodales. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir se centralise. Et notamment en France, l'Allemagne a mis beaucoup plus de temps à y arriver, par exemple. Et ça débouche sur quoi? Ça débouche sur la Révolution française, période de bouleversements politiques et sociaux en France, marquée par la fin de la monarchie absolue, l'instauration de la Première République et la montée ensuite de Napoléon Bonaparte, qui sera une dictature éclairée. Ensuite, nous avons les guerres napoléoniennes, qui ont été quelque chose de traumatisant en Europe. C'est des guerres d'État-nation, hein. C'est un peu on passe de l'État, on passe du système féodal, monarchique, à des guerres nationales. Alors, série de conflits menés par Napoléon Bonaparte. Alors je rappelle, c'est pas Napoléon qui attaque tout le monde, hein. Napoléon, il voulait juste arranger avec l'Italie et l'Espagne, et en fait, c'est les autres qui l'attaquent. C'est la monarchie européenne qui attaque Napoléon, il faut le rappeler. Donc Napoléon Bonaparte fait des guerres européennes, et ça redessine les frontières, et ça renforce le sentiment national. Congrès de Vienne, 1814-1815, réorganisation de l'Europe après les guerres napoléoniennes, donc Napoléon est vaincu, favorisant la montée des sentiments nationaux, hein. Les Anglais sont devenus anglais, bon, pas encore les Allemands parce qu'ils sont prussiens, mais bon, le nationalisme prussien est exacerbé à cette époque-là, et c'est très important de comprendre le nationalisme prussien parce qu'il a fait beaucoup de dégâts par la suite. Unification de l'Italie, incroyable, sous la direction de Giuseppe Garibaldi, et ça aussi c'est du nationalisme italien qui ira jusqu'au fascisme après. L'unification de l'Allemagne, enfin, 1871, sous l'impulsion de Bismarck, bien évidemment, Otto von Bismarck, le grand empereur allemand, le casque à pointe prussien. Point numéro 10, éclatement des empires multinationaux. Naissance de nouveaux États-nations après la dilution de l'Empire austro-hongrois et de l'Empire ottoman. C'est la fin des empires, sauf
en Russie, qui est un cas particulier, et l'Amérique du Nord, qui est aussi un empire, et la Chine et l'Inde, d'ailleurs, au passage, qui sont restés des empires, mais nationalistes. Point numéro 11 et dernier, impact des guerres mondiales, XXe siècle, ce que je vous disais tout à l'heure, où des millions d'hommes se sont entretués pour du nationalisme, hein, il faut être clair, redessine les frontières et la création de nouveaux États-nations en France. Alors, voilà un petit peu là-dessus. Donc, nous sommes passés à ces époques-là du libertarianisme à l'État-nation, bien sûr. Et aujourd'hui, nous sommes peut-être à la croisée d'un nouveau chemin vers le libertarianisme, vers l'État, non plus nation, mais l'État clanique, avec ces vagues de migration, avec la fin de ces sociétés homogènes, ultranationalistes, que la gauche a créées, hein, que la Révolution française a créées, hein. Voilà. Donc moi, je pense aujourd'hui qu'on va devoir retourner vers des espaces claniques que j'appelle espaces de paix, dans mon petit schéma, vous voyez, où il faut les 3 E, c'est-à-dire un espace territorial, de l'énergie et de l'éducation, et donc de la solidarité, de l'équité et de la discipline qui conduisent à la force, la sécurité et à l'éveil. Et ces 3 choses, ces 3 cercles conduisent à créer un espace de paix. Alors le libertarianisme, lui, trouve politique, hein, j'entends ici, hein, le libertarianisme politique. Alors là, je vais vous parler un petit peu du libertarianisme américain, états-unien, parce qu'il est quand même le plus représentatif. Donc là, nous avons quelque chose d'assez symbolique, c'est le libertarianisme, le logo du libertarianisme américain, qui est un porte-épic, c'est qui s'y frotte s'y pique. J'aurais pu mettre entre guillemets le logo de l'Écosse, qui s'y frotte s'y pique, parce que c'est un chardon. Les Écossais sont profondément des libertarianistes, tout comme la plupart des peuples d'Europe du Nord, avec ce côté peut-être même clanique pour les Germains, sanguin, hein, qui est beaucoup moins présent chez les Gaéliques, chez les Celtes. Mais voilà. Donc le libertarianisme trouve ses racines dans les œuvres, bien sûr, de penseurs européens comme John Locke, euh, Hayek, Ludwig von Mises et autres. Aux États-Unis, le mouvement a pris forme dans le milieu du XXe siècle en tant que euh, continuation ou radicalisation de, entre guillemets, du libéralisme classique. Les libertariens valorisent la liberté individuelle, l'économie de marché libre, la réduction de l'intervention gouvernementale. C'est de l'anarchisme de droite, hein, tout simplement. Mais il y a aussi une version de gauche, hein, du libertarianisme, hein, attention. Alors pardon, je reprends. Les libertariens valorisent la liberté individuelle, l'économie de marché libre et la réduction de l'intervention gouvernementale. Le mouvement a influencé la création du parti libertarien dans les années 70, notamment grâce aux publications de Robert Nozick, des personnalités comme Javier Milei, élu président de l'Argentine, dont je vous disais tout à l'heure, en 2023, se sont identifiés comme des libertariens. Les libertariens prônent l'autonomie, la liberté d'expression et la coopération volontaire, tout en rejetant l'autoritarisme et l'étatisme. Donc en soi, tout ça, c'est bien, je trouve, hein, sur le papier. Mais après, dans la conclusion, je vous dirai mon point de vue là-dessus. En France, le terme libertaire, qui a inspiré le mot libertarien, a été créé par Joseph Déjacque en 1857 pour contester les idées de Proudhon. Alors Proudhon, effectivement, c'est un petit peu l'inverse. C'était plutôt un étatique. Des penseurs comme Frédéric Bastiat et Gustave de Molinari ont été des figures centrales du développement du libertarianisme au XIXe siècle. Leurs idées ont souvent été associées au libéralisme économique et à la critique de l'intervention de l'État. En France, le terme libertarien est parfois considéré comme un anglicisme et certains préfèrent utiliser le terme libéral. Mais le terme libéral, il est un peu connoté économique. Pour éviter la confusion, bien que le libertarianisme ne soit pas aussi institué en France qu'aux États-Unis, il continue d'influencer certains courants politiques et économiques, notamment ceux prônant un État minimal et une économie de marché libre. Donc là, typiquement, c'est Charles Gave, pour ceux qui connaissent. Alors, les racines, c'est effectivement John Locke.
ça s'est fortement développé aux États-Unis, c'est la liberté individuelle, l'économie de marché libre, réduction de l'intervention de l'État, et cetera. Et ça peut conduire jusqu'à de la conspiration, hein, il y a certains mouvements qui vont assez loin, dans ce sens-là. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans la partie, philosophique. On a bien vu maintenant, il y a 2 oppositions. Il y a l'État socialiste, nationaliste, hein, parce que en fait, le nationalisme, c'est socialiste. Alors je sais que ça va, peut-être pour certaines personnes, paraître étrange, même contradictoire, mais non. Pour ce faire, je vais vous montrer, mon petit schéma ici. Alors bon, c'est en petit, hein, mais de l'espace politique. J'ai fait une vidéo, qui parle un peu de tout ça sur le fascisme et cetera, voilà, je vous montre un petit peu tous les personnages, là, hop, 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 voilà, bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en haut, c'est l'anarchisme, donc le libertarianisme et vous avez Jésus-Christ. Jésus-Christ, pourquoi? Bah, parce que c'était la personne qui était la plus libérale au monde. En fait, il vient nous sauver individuellement. Chez les chrétiens, on parle d'individus, on parle pas de collectif ni de clan, d'accord? C'est un peu la cassure entre les Hébreux qui sont claniques, qui sont sanguins, comme les Germains. D'ailleurs, Israël a été créé par des Juifs allemands, essentiellement, enfin en tout cas l'élite. Ce sont des juifs ashkénazes, donc plutôt des Allemands génétiquement, qui ont gardé cet esprit un peu allemand du sang, consanguin et cetera. Mais le Christ, lui, il vient et dit: «Il y a plus de Romains, il y a plus de Grecs, il y a plus d'hommes, il y a plus de femmes, on est tous en un». Enfin pardon, c'est pas Jésus, c'est Saul qui le dit, Paul. «On est tous en un, on est en Jésus». Donc Jésus, c'est un anarchiste fondamental. On peut être sauvé que de manière individuelle. Dieu s'adresse à l'individu, non pas à la race ou au collectif dans la version chrétienne de Dieu. Donc vous voyez, ça c'est l'anarchisme. Et là vous avez Reagan, hein, je vais pas, vous zoomer le truc, j'ai déjà fait une vidéo où voilà. Reagan, c'est la droite libérale, quasi libertarianiste. Vous avez ensuite Evola, ça c'est pareil, c'est la droite elle est vraiment, libérale. Ensuite j'ai mis ici Jules César, parce que lui, c'était un peu ça. Mais là, on commence à descendre vers l'État-dictature. Vous voyez, en bas, opposé à Jésus, j'ai mis Mussolini, parce que c'est le fascisme. Et le fascisme, c'est pas du tout un État libertarianiste. C'est un État de dictature, bien sûr. Donc là, j'ai mis Hitler, Kim Jong-un, Bukele, mais Bukele, vous voyez, il est pas trop loin de César. Il est quand même à droite, hein, il est quand même un peu des libertarianiste, mais à tendance fasciste, ou tout de moins, pas, ouais, fasciste, voilà, disons fasciste. OK? Ensuite, on va aller vers la gauche et là, on va retrouver ici la Révolution française avec Danton, Robespierre, donc la gauche, mais la gauche vers le haut, c'est-à-dire la gauche, enfin vers le haut, plus au bas, c'est-à-dire la gauche, l'extrême gauche, à nationale, toujours nationale, parce que l'esprit national, il est plutôt vers le bas. Et ensuite, en remontant vers le haut, on va rejoindre le libertarianisme, et là, du coup, de gauche, avec, par exemple, ici, Trotsky. Trotsky, c'est un libertarianiste de gauche, c'est-à-dire c'est un mondialiste, parce que dans le libertarianisme, il n'y a plus d'État. L'Église catholique, elle pourrait très bien vivre sans État. Elle a des individus, des clients individuels. Il suffit d'être chrétien et on pourrait faire un empire chrétien du monde qui engloberait tous les chrétiens. C'était ça un peu l'idée, hein, à la base du catholicisme notamment. Bon, voilà un petit peu pour que vous compreniez ce paradigme, le nationalisme est socialiste. Vous avez l'extrême droite existe, hein, avec Reagan par exemple, vous avez une extrême droite plus ou moins libérale ou plus ou moins fasciste, hein. Bukele, vous voyez ici, là, il est plutôt à tendance fasciste. Il est pas trop libéral. Juste et voilà, lui c'est un libéral. C'est, chacun sa merde, chacun il y a des élites. Parce que dans le libertarien enfin, pour bien comprendre, dans le libertarianisme, le meilleur gagne, en quelque sorte, hein. Alors c'est pas le darwinisme, au sens qui est une idiotie, le darwinisme, mais le plus malin, s'adapter. C'est l'antifragile, si vous voulez, hein, le bon livre à lire, l'antifragile. J'ai fait une vidéo sur le sujet aussi. C'est le plus adapté, le plus malin, celui qui va s'en sortir, le plus réactif, et qui va dominer les autres. Mais dans le libertarianisme, c'est
que le meilleur gagne. Et ça, c'est pas vraiment, même Hitler, qui est, j'ai mis quand même plus vers le bas, parce qu'il est plutôt fasciste, a aussi un petit peu cet aspect, hein, vous voyez, parce qu'il est à droite. Voilà. Bon, dans dans la gauche, c'est du nationalisme vers le bas, comme Staline ici, hein, c'est du national-bolchevisme. Mais on ne dit pas que le meilleur gagne, on dit que les meilleurs vont aider, les moins bons à être tirés vers le haut, et cetera, mais bon, tout ça, c'est un peu pipeau, hein, bien évidemment. Bon, voilà. Après ici, vous voyez, Otto Strasser, Grégoire les frères Strasser qui étaient vraiment de gauche, mais des nationalistes de gauche. Voilà, le nationalisme a quand même une tendance à gauche et en haut, bah, Jésus l'anarchiste, l'individualiste, le libertarianiste, ou même une prostituée peut être sauvée. Tout le monde, voilà, si on fait l'effort si on bouge un peu ses fesses, eh bien, on peut être sauvé, etc. Et ça, c'est le main flower ici, et avec Bush. Bon, voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Allez voir ma vidéo sur le fascisme pour mieux comprendre. Mais là, pour le libertarianisme est plutôt anarchiste et le nationalisme est plutôt socialiste. Ok, même si ça peut se rejoindre, bien évidemment, sur certains aspects, etc. Alors, dans la partie philosophie, alors, les points clés, c'est quoi? C'est pour le libertarianisme, et donc le nationalisme, c'est un petit peu le contraire, bien évidemment. C'est la liberté individuelle. La liberté individuelle est la valeur fondamentale. Chaque personne doit être libre de faire ses propres choix tant qu'elle ne nuit pas aux autres. Droit naturel, alors ça peut être un peu ambigu, ça peut être un petit peu ça peut avoir un petit aspect un petit peu raciste aussi. Le droit naturel, c'est quoi? Les libertariens croient en des droits naturels, inaliénables, pardon, tels que le droit de la vie, de la liberté, de la propriété. D'accord? État minimal, donc l'État doit avoir un rôle limité, principalement pour protéger les droits individuels, donc le point numéro 2, et assurer la sécurité. Certains libertariens prônent même l'absence totale d'État. Ça, c'est l'anarcho-capitalisme. Ce que moi, j'aurais tendance à vouloir dans l'absolu, mais dans la conclusion, j'y reviendrai. Économie de marché libre, une économie sans intervention gouvernementale, est vue comme le meilleur moyen d'assurer la prospérité et la justice économique. On va en discuter juste après. Propriété privée, alors ça c'est un point essentiel. La propriété privée est essentielle et doit être protégée. Elle est vue comme une extension de la liberté individuelle. Non-agression. Le principe de non-agression est central dans le libertarianisme. Toute forme de coercition ou de violence est rejetée, sauf dans des cas de légitime défense. Autonomie et responsabilité. Les individus sont responsables de leurs actions et doivent jouir de l'autonomie pour mener leur vie comme ils l'entendent. Et enfin, le rejet de l'autoritarisme. Toute forme d'autoritarisme, qu'elle soit étatique ou non, est rejetée. La coopération volontaire est privilégiée. Alors ça, c'est très bien, moi je suis d'accord à peu près avec tout. Sauf que ici, on néglige une chose, c'est de vous dire que l'homme est faible. Et ça veut dire quoi que l'homme est faible? Ça veut dire que voilà ce qui peut arriver. Alors, ouais, ça c'est un autre schéma qui est plus sur le national-socialisme, donc quelque chose de socialiste, hein, national-socialisme. Et en allemand, le premier mot n'est là que pour préciser le second mot. Et c'est le second mot qui a le plus de poids. Donc quand on dit national-socialisme, c'est national-socialiste. Alors, le libertarianisme, donc c'est à peu près le même schéma que tout à l'heure, hein. En haut, c'est le libertarianisme, en bas, c'est le fascisme, pour faire simple. La droite à droite, la gauche à gauche. Bon. En haut, vous avez, bon, c'est plus Jésus-Christ, c'est un monsieur qui a réellement existé, qui était un mafieux, mais national-socialiste. C'est la mafia. Le libertarianisme peut conduire, dans le pire des cas, à la mafia. La mafia, c'est quoi? C'est des groupes d'individus plus forts que les autres, ou mieux organisés, plus violents, qui vont dominer. Quand vous êtes, quand il n'y a plus d'État, quand il n'y a plus d'État, les individus peuvent prendre le contrôle des choses. L'homme est faible et aura tendance à vouloir, certains, à ne pas travailler et aller voler ce que les autres ont fait de leurs propres mains. Donc ça, c'est un côté qui peut exister, mafieux. Et avec la droite et l'extrême droite, moi j'ai mis l'industrie. Parce que c'est pareil. Qui m'empêcherait dans un système totalement libertarien, où il n'y a plus d'État? Je m'associe avec quelques gros bras. Et je vais aller chercher
des individus que je vais payer ou peut-être même pas, voire nourrir un petit peu, c'est les camps de concentration. Et je vais les faire travailler. Je vais faire mon industrie en exploitant les plus faibles. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne avec les camps de travail. Mais pas qu'en Allemagne, les Anglais ont fait la même chose en Afrique du Sud avec les Afrikaners. Les camps de travail, c'est de l'esclavagisme et ça a toujours existé. Donc attention, vous voyez. Et ensuite, la droite classique, ici, c'est plutôt les Prussiens chez les nazis, les SS qui sont vraiment là en opposition au SA. Bon, après ça, c'est des détails un petit peu liés à Hitler et moi, le livre. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais voilà. Pour comprendre tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut très rapidement, si vous voulez, euh, passer d'un libertarianisme qui est plutôt sympathique à un système mafieux, d'accord? Bon, ça, ce schéma, non, il n'est pas forcément intéressant maintenant, donc je vais l'enlever, heu et je vais vous remettre celui-là. Alors, voilà. Donc, pour un espace de paix, pour un vrai libertarianisme, je pense, à mon sens, qu'il faut réduire le nombre d'individus. Voilà. Et là, je rentre dans la politique. Alors, dans la politique, Locke, dans le droit naturel, croyait que point numéro 1, croyait que les individus possèdent des droits naturels inaliénables, notamment le droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Ces droits existent indépendamment de toute loi ou gouvernement. Donc ça va au-dessus des lois et des gouvernements. Oui, pourquoi pas. État de nature, selon Locke, dans un état de nature, les individus sont libres et égaux et ils ont le droit de défendre leurs droits naturels, donc le point numéro 1. Cependant, pour éviter le chaos, ils forment des gouvernements par conséquence mutuels. Ça, c'est un peu obligatoire, effectivement. Ensuite, Locke disait, pour le point numéro 3, il parlait du contrat social. Locke a développé la théorie du contrat social, selon laquelle les individus consentent à former un gouvernement pour protéger leurs droits naturels. Si le gouvernement échoue à protéger ses droits, les citoyens ont le droit de le renverser. Ça, c'est très important. Point numéro 4, limitation du pouvoir gouvernemental. Locke prônait un gouvernement limité dont le rôle principal est de protéger les droits naturels des individus. Il croyait en la séparation du pouvoir pour éviter la tyrannie. Nous sommes d'accord. Point numéro 5, propriété privée. Locke soutenait que la propriété privée est un droit naturel dérivé du travail. Les individus ont le droit de posséder les fruits de leur travail et de les utiliser comme bon leur semble. Pardon. Enfin, point numéro 6, ces derniers, liberté et tolérance. Locke était un fervent défenseur de la liberté individuelle et de la tolérance religieuse. Il croyait que le gouvernement ne devait pas intervenir dans les affaires religieuses des individus. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble beaucoup aux États-Unis, car l'Amérique a été un peu fondée sur ces bases. Donc je rentre dans la conclusion. Alors, on a compris que le libertarianisme peut fonctionner dans un espace de paix. C'est-à-dire, le libertarianisme peut fonctionner avec des individus qui ont les mêmes normes, qui ont les mêmes compréhensions, les mêmes envies, le même niveau de politesse, j'irais même moi jusqu'au même niveau d'intelligence, pour pouvoir vivre en harmonie ensemble et en totale liberté, avec un état minimum. Voilà. Donc des gens plutôt bien élevés, bien éduqués, qui ne vont pas devenir des mafieux, comme je l'ai montré tout à l'heure, prendre le pouvoir, coopter par la violence, faire du capitalisme de collusion, exploiter les plus faibles, et cetera, et cetera. Alors la religion peut jouer un rôle dans cette discipline, mais voilà, ouais, bon voilà, ça c'est espace et paix. Voilà, il faut de la discipline, de l'éducation, pour ne pas parce que nous sommes faibles, moi le premier, pour ne pas aller vers la tentation mafieuse de coopter le pouvoir, de faire du capitalisme de collusion. Donc ça, c'est une question d'éducation, de discipline. Mais pour ça, bah, il faut quand même avoir un minimum, d'énergie, de force, parce que sinon, bah, ça va être la guerre de l'énergie. Donc il faut partager cette énergie, dans un espace limité, parce qu'on ne peut pas la partager avec tout le monde. Ça, c'est la solidarité, la force et ensuite, bah, tout ça n'est possible que dans un espace sécurisé, dans un espace limité. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur la ville d'Orania, par exemple, et ça, c'est l'équité. Quand vous êtes dans un espace avec des individus que vous aimez, faire un peu clanique quand même quelque part, bah, vous pouvez être équitable et partager. Mais vous voyez, le libertarianisme, pour moi, ne fonctionne qu'à l'échelle clanique ou extra-clanique. Allez, avec
quelques individus, quelques familles, et cetera, mais je n'y crois pas à l'état de nation. Ou alors vraiment, si, on éduque bien la population et qu'il y a un sentiment de, non pas de nationalisme, mais un sentiment, d'appartenance à une même destinée. Donc c'est très complexe et moi je pense que la plupart des États tombent, comme on l'a vu tout à l'heure avec la complexification des sociétés de Tinder, inexorablement vers une tyrannie. Pourquoi? Bah, parce que des petits groupes vont coopter le pouvoir et c'est humain et une fois que vous avez goûté au pouvoir, à la richesse, à la domination, c'est difficile de le donner, de le céder à quelqu'un d'autre. Donc moi, je suis fondamentalement un libertarien, un anarchiste de droite, mais j'ai conscience de la faiblesse humaine. L'anarchie, le libertarianisme, c'est pour ça qu'on va voir en Argentine, ça va être assez intéressant, mais à mon avis, ça ne va pas fonctionner. Moi, je suis plutôt pour la solution de Naïb Bukele au au Salvador, c'est-à-dire un État un petit peu fort national, à tendance libertarienne, mais avec une poigne, et notamment contre tout ce qui est mafia, gang, violence, et cetera. Parce que là, il faut être impitoyable. Donc, bon, l'anarchisme, le libertarianisme, le système clanique, et cetera, ne fonctionne pas de manière naturelle, dans des dans des espaces tels que la nation. Ce n'est pas possible. Et surtout, si ces espaces, ces territoires sont perturbés par des migrations de masse qui arrivent avec des gens n'ayant pas les mêmes normes, mêmes cultures, et cetera. C'est pas une question de valeur et ou de jugement, mais c'est une question, d'équilibre, d'harmonie. Sans harmonie, ça ne fonctionne pas. Donc il faut un État. Il faut un État, à mon sens, relativement fort, mais un État qui n'est pas tyrannique. Et ça, c'est le problème. Comment ne pas avoir un État qui ne soit pas tyrannique? Il faut des contre-pouvoirs, bien évidemment. Alors, est-ce que la Ve République en France est l'État idéal? Je ne pense pas, parce que c'est un État plutôt centralisé. La France est un pays centralisé, trop centralisé. Il faudrait redonner un petit peu de fédéralisme et ça, c'est la grande question de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes dans une Europe tyrannique, mais idéalement, il faudrait une Europe fédérale, concertée, avec un libre-échange économique, ça c'est une très bonne chose, mais un pouvoir fort, un pouvoir régalien fort pour contrer tous les actes de faiblesse que les hommes ont tendance à faire. Et en premier lieu, ce sont toutes les formes de mafia, de corruption, etc. Donc voilà, j'ai pas une réponse simple à vous donner, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on a tenté plusieurs systèmes. La Révolution française a mis fin à la féodalité, à la monarchie de sang, qui était pas forcément le pire des systèmes non plus. Mais bon, voilà, toute chose ayant une fin, un nouveau cycle est apparu, l'État-nation, l'esprit nationaliste est apparu, la guerre de... Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'était en fait la guerre des Vendéens. Les Vendéens étaient dans un système monarchiste. Pour eux, un roi anglais ou français, tant qu'ils pouvaient vivre suivant leurs désirs, ça leur convenait. Mais pour les socialistes nationalistes, pour les nationaux socialistes euh, de la Révolution française, c'était hors de question. L'État-nation devait être protégé. Je veux dire, c'est notre hymne national. L'hymne national, la Marseillaise française, ça parle de nationalisme et de protéger notre territoire et notre communauté contre les étrangers qui viennent égorger nos femmes et nos enfants. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très fort. Donc, nous sommes passés de cet état de clanique un peu monarchiste où les grandes familles royales européennes, elles sont toutes mélangées. En Angleterre, ce sont des Allemands, en Suède, c'est des Français, c'est totalement mélangé. Je rappelle qu'on parle souvent de Charlemagne, mais Charlemagne, il était aussi allemand que français. Et ça n'avait pas de sens pour lui de parler de la France ou d'Allemagne. Mais d'ailleurs, ça n'existait pas à cette époque-là. Il n'y avait pas d'État-nation. Mais il parlait sans doute plus l'allemand que le français. Il était plus de culture germanique que française. Et pourtant, c'est le roi, un des plus grands rois de France, mais aussi en Allemagne. Et aussi d'une manière européenne. Donc voilà, la question européenne est
est importante, car nous sommes fondamentalement européens et on devrait avoir une Europe fédérale, mais pas sous le joug d'une tyrannie. Et c'est ça un peu notre problème. Alors en conclusion, quoi dire? Tout simplement, c'est que idéalement, il faudrait être libertarien. Je suis un libertarien, c'est la meilleure société qui puisse exister au monde. Que vous soyez libertarien plutôt de gauche ou plutôt de droite, en soi, dans votre espace clanique, dans votre espace de paix, vous allez prendre soin des vôtres. Si chacun fait ça, si chaque famille prend soin de ses membres, il y aurait plus de pauvreté sur terre, tout du moins beaucoup moins. Le problème, c'est que l'homme est fondamentalement égoïste. Pourquoi? Parce qu'il est faible et qu'il a peur, et donc c'est une question, si vous voulez, qu'il y a ici, une question de discipline. Voilà, parce que ouais, ouais, là, discipline, éducation, éveil. Ça, c'est la chose la plus importante. Sans ça et donc ça, c'est un peu de la philosophie, mais aussi de la religion. Et sans ça, rien n'est possible. Rien n'est possible. Donc voici, un peu ma conclusion. Le meilleur système politique est sans doute le libertarianisme, l'anarchisme, si vous voulez, à condition, à condition de ça, voilà, de discipline, d'éducation et d'éveil. Sans la discipline, l'éducation et l'éveil, nous n'y arriverons pas. Donc c'est un long travail à faire sur soi-même, mais également collectif, dans un espace où on a de la solidarité, c'est-à-dire suffisamment d'énergie, et dans un espace sécurisé, un territoire sécurisé, où on peut être équitable avec ses prochains. Euh, Ce système, hélas, à mon sens, ne fonctionne que de manière assez restreinte, par groupe de famille, par clan. Je ne crois pas à une solution étatique nationale totalement disparate. Euh, Sauf à refaire un gros travail d'éducation, à redonner un espoir au peuple et à lui donner une direction et un futur commun. C'est possible, hein, ça a existé, mais ça débouche souvent sur des guerres, ça débouche souvent sur une tyrannie. Donc voilà mes amis, j'espère que vous allez réfléchir à ces questions très intéressantes. Et pour conclure sur la guerre, mes amis, n'a par essence, ne doit pas être mondiale ou nationale ou une guerre de millions d'individus s'entretuant, parce que ça, c'est la destruction totale de toute civilisation. Et j'espère que la guerre que nous vivons... Alors en Israël, pour conclure, parce que c'était le début, en Israël, on a une guerre clanique, d'accord? C'est une guerre clanique, même si elle a des aspects un peu mondiaux, mais c'est une guerre clanique, c'est une guerre territoriale clanique, vraiment. La guerre en Russie est une guerre plutôt privée, d'ordre privé, où des mercenaires s'affrontent pour, pour des enjeux énergétiques plus qu'autre chose, économiques et énergétiques, mais faites plus par des mercenaires. Et il ne faudrait pas que cette guerre bascule vers une guerre nationale, nationaliste, avec des millions d'individus qui se jettent. Juste pour vous donner un exemple, alors oui, il y a énormément de morts en Ukraine, mais allez, quoi, on est à quoi? 300 000, 400 000, 500, 600 000 morts. Mais c'est rien. C'est rien comparativement à ce qu'on a connu dans ces guerres nationales où des millions d'individus se sont tués. Je rappelle, juste pour vous donner une idée, euh, euh, dans les guerres antiques, donc des guerres là purement claniques, euh, quand Hannibal Barca est arrivé en Italie pour combattre l'Empire romain, pour combattre Rome, dans une bataille assez fameuse, la bataille de Cannes, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu entre 50 000 et 70 000 morts romains. Et côté punique, je crois, 10 000. Donc à un total de peut-être 80 000 morts en une journée. Et à l'époque, ils ne se battaient pas avec des armes modernes, c'est-à-dire à coups de lance, de pique et de glaive. Il y a eu 60 à 80 000 morts. Donc une bataille qui a duré toute la journée. D'accord? Ça, c'est un carnage. Donc en Ukraine, oui, il y a des carnages, mais on n'est pas encore au stade du carnage. Et il ne faudrait pas y arriver. Parce que si ça devient une guerre nationale, c'est-à-dire que toute l'Europe va s'embraser, et là, des millions d'individus vont se mettre à se battre, des pauvres, parce que c'est des pauvres qui se battent dans les guerres nationales. Donc des millions d'individus vont s'entretuer pour
des riches, fondamentalement, c'est ça, ou tout au moins pour des oligarques, pour des intérêts qui nous dépassent totalement. C'est pour ça qu'il faut revenir à un cran plus bas et redéfinir nos espaces de paix et repenser libertarianiste. Nous sommes fondamentalement faits pour la liberté, pour un système libertarianiste. Il faut commencer à y réfléchir et à mettre les puzzles en place pour recréer un État beaucoup plus libertarien que celui dans lequel nous sommes, qui est une tyrannie de l'extrême centre européen. Voilà mes amis, à bon entendeur, salut, à très bientôt.